Bonjour à tous et bienvenue sur Balade parisienne. Cet été, nous abandonnerons le patrimoine parisien pour mieux comprendre l'histoire de Paris, sa puissance, son aura et ses facettes à travers la littérature, l'art, la chanson et divers personnages illustres. Paris est au centre de tous les pouvoirs. Elle est un outil au service de l'État. Mais elle est également une femme, un symbole d'amour et de fête, objet de toutes les convoitises. Néanmoins, Paris possède aussi des côtés sombres, faits de nuisances, d'inégalités sociales et de révoltes. L'architecte Marc Mimram, dans une interview pour Philosophie Magazine, déclarait le 26 novembre 2022 « Que cherche-t-on avec ce projet d'aménagement ? Au-delà de simplement reproduire la ville du XIXe siècle derrière les façades néo-haussmanniennes. Au fond, existe-t-il une identité du Grand Paris ? Quand je parle d'identité, je ne parle pas d'une forme d'uniformisation, mais d'un partage, d'une manière d'être en relation avec le territoire, d'y vivre et de s'y identifier. Pour y parvenir, pour faire identité, il faut un patrimoine commun. La géographie est ce patrimoine. Le Grand Paris est une réalité administrative depuis le 1er janvier 2016 avec la création de la métropole du Grand Paris, mais aussi un projet visant à transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle. Cette métropole, à l'échelle de mégalopoles comme Londres ou New York, prend corps progressivement. Cependant, son mode de gouvernance et ses mécanismes de fonctionnement, ainsi que les multiples reports sur la finalisation du réseau Grand Paris Express, alimentent toujours les débats. L'idée d'un Grand Paris est très ancienne et fut à plusieurs reprises sortie des tiroirs. Sous le Second Empire, Napoléon III rêvait d'étendre la capitale de Saint-Germain-en-Laye à l'ouest à Marne-la-Vallée à l'est. Le réaménagement de Paris fut alors confié au baron Haussmann. On retrouve l'occurrence de ce concept dans certains débats des années 1920, notamment au sein de la presse. Georges Valois, dans un article paru dans le Nouveau Siècle, alerte sur la nécessité d'une fusion administrative entre Paris et sa proche banlieue. Il développe le besoin d'une cohérence des réseaux de transport et un plus grand confort dans les logements sociaux. André Morizet, le maire de Boulogne-Billancourt, conseiller général, membre de la commission du Vieux Paris, reprend l'idée en 1932. Il écrit « Habitants du Grand Paris, mes frères, notre succès est en nous ». Avec le ministre de la Santé et maire de Suresnes, Henri Sellier, Morizet se voit confier la réforme administrative du Grand Paris à l'époque du Front populaire. Celle-ci devait répondre à deux principes. Réaffirmer l'autonomie politique des arrondissements de la ville de Paris et la constitution d'un conseil appelé à gérer les intérêts généraux de l'agglomération du Grand Paris. Celui-ci aurait le statut de haut-commissaire ou de secrétaire d'État destiné à gérer les départements de la Seine assistés de 3 préfets. Le projet des sénateurs Morizet et Sellier est repris en 1937 par le président du conseil municipal de Paris, Jean-Raymond Laurent. Il évoque la fusion des 20 arrondissements parisiens et des 80 communes du département de la Seine. Le géographe Jean-François Gravier évoque également le Grand Paris en 1949, dont le but serait de corriger les déséquilibres du territoire français. Il imagine un Grand Paris de plus de 5 millions d'habitants et met en garde contre l'usage de l'automobile dans la capitale et les risques de pollution. En 1964, lors de la réorganisation de la région parisienne, le choix de De Gaulle consiste à démembrer ce Grand Paris. La reconfiguration politique viserait à supprimer le département de la Seine. La loi 66-1069 du 31 décembre 1966 crée les premières communautés urbaines pour plusieurs villes, Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, et montre qu'une administration à l'échelle d'une métropole est possible. À l'époque, l'objectif était de remédier au décalage entre les structures administratives existantes et la réalité géographique de ces agglomérations. Le 26 juin 2007, lors du discours d'inauguration du satellite S3 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le président de la République Nicolas Sarkozy annonce son intention de développer une vision globale d'aménagement pour la région Île-de-France. Il souhaite une réorganisation des pouvoirs.
Le 17 septembre, lors de l'inauguration de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le président évoque son nouveau projet d'aménagement global du Grand Paris. Le 4 juin 2008, 10 équipes internationales d'architectes se voient confier la tâche de réfléchir au projet du Grand Paris au sein de l'Atelier international du Grand Paris, AIGP, sous la direction de Bertrand Lemoine, architecte et directeur de recherche au CNRS. Près de 650 projets verront le jour. Les 10 équipes sont rejointes en 2012 par 15 équipes d'architectes urbanistes. L'AIGP a conduit et mis en œuvre des actions de recherche, de développement, de valorisation et d'animation des réseaux de professionnels du cadre bâti. Le Conseil scientifique a livré une série d'études fin mars 2013 sur 2 thèmes. Habiter le Grand Paris répondait aux ambitions d'augmenter le volume de logements neufs dans la métropole parisienne, de rééquilibrer habitat et emploi sur le territoire du Grand Paris et de faire du logement un outil essentiel du développement urbain et de l'égalité des territoires. Système métropolitain interrogeait la métropole sur différentes échelles. Le projet du Grand Paris Express est adopté en 2011. Ce métro automatique de grande capacité participera au désenclavement de certains territoires et reliera les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la métropole du Grand Paris au centre de Paris. Le projet du Grand Paris prévoit également l'aménagement d'une grappe scientifique et industrielle autour du plateau de Saclay. En 2016, un vaste appel à projet international intitulé « Inventons la métropole du Grand Paris » IMPGP est lancé. Il concerne la mise en place de projets immobiliers, de bâtiments tertiaires, de zones de loisirs, d'espaces verts, de sites sportifs, de lieux culturels, etc. 54 dossiers seront retenus sur les 420 reçus. 23 projets viendront s'ajouter aux précédents en 2019. L'élaboration du Grand Paris a été initiée par Christian Blanc, nommé secrétaire d'État au développement de la région capitale en 2008. Après des années de concertation entre l'État, la région Île-de-France, les collectivités locales et les citoyens, la MGP est officiellement née le 1er janvier 2016. Elle est la seule intercommunalité d'Île-de-France à avoir ce statut. La métropole regroupe la ville de Paris, les 123 communes de la Petite Couronne, c'est-à-dire des départements de Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ainsi que 7 communes de la Grande Couronne, Athis-Mont, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paris-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon dans l'Essonne, puis Argenteuil dans le Val d'Oise. La métropole du Grand Paris compte plus de 7 millions d'habitants, soit 11% de la population nationale. Celle-ci est organisée en 12 territoires d'au moins 300 000 habitants. La métropole du Grand Paris n'est pas qu'une réorganisation territoriale, c'est aussi une nouvelle instance administrative et politique. Elle a le statut d'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre. La MGP est gouvernée par un conseil métropolitain de 208 élus, avec au moins un représentant pour chaque commune des 131 communes présentes. Depuis l'application de la loi MAPTAM, Modernisation publique territoriale et d'affirmation des métropoles, du 27 janvier 2014, les membres du Conseil sont élus au suffrage universel direct. Ce sont eux qui élisent le président. Hormis Paris, qui conserve un statut particulier, 11 des 12 territoires de la métropole du Grand Paris ont un statut d'établissements publics territoriaux, EPT, et se substituent aux anciennes intercommunalités existantes, les communautés d'agglomération et de communes. Chaque EPT est administré par un conseil du territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015, définit les compétences attribuées à la métropole du Grand Paris. La MGP élabore les politiques publiques en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, de politique locale de l'habitat, de développement et aménagement économique, social et culturel, de protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie. Le bureau métropolitain, présidé par le président de la MGP, est composé de 20 vice-présidents et de 23 conseillers, fixe la stratégie et détermine les grandes orientations de la métropole. Il examine l'ordre du jour et les projets de délibération devant être soumis au vote du conseil métropolitain. Sur le plan financier, la MGP doit respecter un principe de neutralité financière.
C'est-à-dire que la construction de la métropole et de ses territoires ne doit pas avoir d'impact négatif sur le budget des communes et des anciennes intercommunalités. Les EPT ne reçoivent pas de dotation de l'État, mais ils bénéficient d'un fonds de compensation des charges territoriales de la part des communes qui correspond au coût de leurs compétences transférées au territoire. Quel est l'objectif de cette nouvelle métropole ? Je vous cite le texte de loi. La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyen d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le Conseil de la métropole sur proposition du Conseil de développement. Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole, ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. La promesse d'un monde meilleur en soi. Mais dans les faits, cela veut dire quoi ? L'objectif du Grand Paris est de mettre en commun toutes les ressources de ces territoires pour répondre aux enjeux majeurs, soit la modernisation et le développement du réseau de transport, la construction de nouveaux logements, le développement de l'activité économique et la transition énergétique à travers le plan climat, air, énergie métropolitain. Dès les premières réflexions sur le Grand Paris, le transport est apparu comme un levier majeur dans la construction d'une nouvelle métropole. Chaque jour, 8,5 millions de voyageurs empruntent les transports en commun en Île-de-France. Les habitants passent en moyenne 1h20 dans les transports au quotidien. Afin de répondre à la forte augmentation du trafic, le Grand Paris Express, un nouveau métro automatique, doit proposer 4 nouvelles lignes autour de Paris, les lignes 15, 16, 17 et 18, ainsi que le prolongement de la ligne 14. L'objectif est de permettre aux Franciliens de se déplacer de banlieue à banlieue sans avoir à transiter par le centre de Paris. Le développement des transports vise à favoriser une diminution des déplacements en voiture des Franciliens, permettant ainsi de réduire la pollution et les embouteillages. Depuis le début des travaux en 2015, le projet a rencontré une série de problèmes techniques et financiers qui ont engendré des retards sur certains tronçons. La création du Grand Paris Express a pour objectif de désenclaver certains territoires mal desservis et d'accroître ainsi l'offre de logements en Île-de-France. La pénurie de logements en France métropolitaine est un sujet de société majeur. À Paris, la rareté de l'offre a engendré une hausse des prix de l'immobilier sans précédent, qui empêche de nombreux ménages de pouvoir se loger. Pour sortir de cette crise, le Grand Paris doit rattraper son retard dans la construction de logements neufs et proposer aux Franciliens des habitations à prix accessibles. La loi de 2010, relative au Grand Paris, prévoyait la construction de 70 000 logements chaque année sur une période de 25 ans, dont 30% de logements sociaux. Depuis, le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement 2024-2030 a revu ses objectifs et les a centrés sur la part de logements dits abordables. Ces logements neufs doivent se concentrer aux abords des futures gares du Grand Paris Express dans le but de désengorger la ville de Paris. De nombreux quartiers devraient voir le jour le long de ce réseau de transport, mêlant logements, commerces, bureaux, pôles universitaires et équipements culturels. Ces nouvelles constructions devront s'inscrire dans un nouveau modèle de ville durable. Premier pôle d'emploi en Europe et première destination touristique mondiale, le Grand Paris est un moteur important de l'économie nationale. Les 7 millions d'habitants vivant dans la métropole produisent 75% du PIB régional et 25% du PIB national. Avec la création du Grand Paris Express, la métropole est susceptible de générer de plus fortes retombées économiques. La Chambre de commerce et de l'industrie d'Île-de-France estime que le Grand Paris apportera une richesse supplémentaire de 140 milliards d'euros au PIB français
et plus de 60 milliards d'euros de recettes publiques par an à l'horizon 2030. Une fois les travaux du Grand Paris Express terminés, 90% des Franciliens habiteront à moins de 2 km d'une gare, selon la Société du Grand Paris. Ces déplacements facilités et plus rapides offriront aux Franciliens un meilleur accès aux zones d'emploi. Mais le développement économique du Grand Paris reposera surtout sur ses grands pôles d'activité, comme la Défense, pour le pôle de la finance, la Plaine Commune, pôle de la culture et de la création, Roissy-Charles de Gaulle, pôle des échanges internationaux, le Bourget, pôle de l'aéronautique, ou encore le plateau de Saclay, nouveau pôle d'innovation scientifique et technologique. Ces pôles doivent participer à l'attractivité et à la compétitivité de la métropole du Grand Paris à l'échelle mondiale. En attendant les effets du Grand Paris sur la croissance économique, les entreprises de Paris et des Hauts-de-Seine, mais aussi les touristes visitant l'Île-de-France, ont été, à travers des hausses de taxes, mis à contribution pour financer les surcoûts du Grand Paris Express et apporter des ressources supplémentaires pour mener à bien ces différents projets. La métropole du Grand Paris prend également en charge des zones d'aménagement concerté, ZAC, et des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain, OIM, dans la demi-couronne située à l'est de la région parisienne, c'est-à-dire de Saint-Ouen à Orly. Ce soutien vise à corriger le déséquilibre territorial en termes d'attractivité économique entre l'ouest et l'est de la région parisienne. Parmi ces projets soutenus par la MGP, on peut noter la création de pôles économiques comme la ZAC des Docks à Saint-Ouen ou la Plaine Saulnier à Saint-Denis, et le financement de projets structurants, ponts, gares, axes de franchissement, équipements culturels, complexes sportifs, dans les communes de l'Est francilien. Un rapport d'information du Sénat en mars 2021 considérait que la création de la MGP n'avait pas à ce jour inversé la tendance d'une ségrégation territoriale. Hélas, le Grand Paris va rapidement montrer des disparités. Disparités de revenus entre les EPT, disparités dans les offres de logements sociaux, ainsi que des problèmes de gestion. En juin 2017, le Canard enchaîné critiqua l'extrême incohérence du régime juridique de la MGP, l'appelant un indigeste plat de nouilles politique et administrative et un comble de perversité technocratique qui est marqué par de multiples incohérences, la MGP n'intégrant pas de représentants des départements concernés et n'ayant pas de rapport institutionnel avec Île-de-France Mobilité, les transports en commun, absence de pouvoir et de budget réel tout en rendant d'autres pouvoirs caducs. Un rapport de la Cour des comptes, publié en janvier 2023, relance le débat. Il critique le millefeuille institutionnel et constate que la MGP est un nain budgétaire incapable en pratique de réaliser ses missions stratégiques. Le rapport présente 3 scénarios d'évolution institutionnelle et montre sa préférence pour le troisième, c'est-à-dire écarter la dominance des maires dans la gouvernance de la MGP en supprimant les EPT afin que la MGP soit simplement composée de la ville de Paris et des départements de la Petite Couronne. La MGP ne fait toujours pas l'unanimité. Dans un rapport de mars 2024, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France estime également que l'ambition de rééquilibrage territorial est menacée, car la MGP n'exerce que faiblement sa compétence en matière d'aménagement. La Chambre constate que les communes et les départements conservent la maîtrise des projets les plus structurants, tandis que la MGP subventionne des projets dispersés qui ne présentent pas d'intérêt à l'échelle de la métropole. Le nombre d'opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une véritable stratégie territoriale susceptible de contribuer au rééquilibrage du territoire métropolitain et, in fine, à la réduction des inégalités entre les territoires est minime. Un rapport de mai 2024 du député Eric Worth au président de la République, consacré à la décentralisation, partage cette analyse. Le rapport estime que la MGP n'est pas parvenue à atteindre l'objectif initial de penser le développement du Grand Paris dans une perspective globale afin de parvenir à un rééquilibrage entre l'ouest et l'est du territoire métropolitain. Il constate notamment que depuis sa création en 2016, les compétences exercées par la métropole, ainsi que son budget propre, restent limitées. Une solution pour remédier à cette situation serait de renforcer les compétences de la MGP. Mais cette option suppose de conserver 5 strates administratives sur les territoires de la métropole, sans l'assurance de donner, en raison de la dilution des responsabilités, plus de poids à l'échelon métropolitain.
Le rapport préconise plutôt la suppression de la métropole du Grand Paris et la transformation des établissements publics territoriaux, les fameux EPT, qui la composent en EPCI à fiscalité propre. Selon le rapport, les enjeux métropolitains s'inscrivent dans des limites territoriales bien plus larges que celles de l'actuelle métropole. Il propose ainsi, une fois la strate administrative de la MGP supprimée, de confier le portage du projet métropolitain du Grand Paris au Conseil régional d'Île-de-France, qui dispose de la compétence économique et en est le chef de file en matière de mobilité. Cette idée de suppression vient d'être reprise par le député LR Jean-Didier Berger. La métropole du Grand Paris fêtera ses 10 ans d'existence le 1er janvier prochain. Selon lui, c'est une décennie de trop. La MGP avait pour but d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyen d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Dans la décentralisation et dans ce qu'il est convenu d'appeler le millefeuille administratif, plus le gâteau se réduit, plus le nombre de convives est important, plus on est poussé au cannibalisme. Pour éviter ce carnage, il faut qu'une décision soit prise, explique Jean-Didier Berger. Et cette décision, c'est la suppression de la métropole, afin, je le cite, d'éviter qu'il n'y ait trop de sang sur les murs. La MGP n'a pas démontré son utilité, au contraire, elle a démontré son caractère nuisible, estime l'élu des Hauts-de-Seine. La MGP était censée incarner une gouvernance moderne et cohérente pour relever les défis du Grand Paris. Elle est devenue au contraire un monstre bureaucratique, sans incarnation politique réelle, sans légitimité démocratique et sans résultat tangible. Le président de la République avait dit en 2017 qu'il allait vers une simplification drastique. J'essaie de l'aider dans cette entreprise en proposant la suppression du niveau administratif le plus bas et le moins historiquement ancré. Jean-Didier Berger a pointé du doigt le manque de redistribution financière entre Paris et la banlieue. C'est la seule intercommunalité de France qui ne fait pas de solidarité entre la ville centrale et les villes voisines. En effet, la ville de Paris a obtenu qu'il n'y ait pas un seul euro qui aille vers la banlieue. C'est ce que Paris a appelé la territorialisation de l'argent. En fait, cela veut juste dire que le cash de Paris revient à Paris et l'argent des pauvres reste aux pauvres. Donc, il n'y a pas de redistribution, ni de réduction des inégalités, a-t-il raillé. Il explique que les 11 établissements publics territoriaux qui composent la métropole ont démontré une vitalité et une capacité d'action bien supérieures à celles de la MGP et sont devenus les vrais vecteurs de la coopération intercommunale. Supprimer la métropole ne changera rien. Affaire à suivre. Je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle vidéo de Balade parisienne. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune info. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt!